بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble chapitre numéro 1, le module capteurs et mesures en télécommunication. On va voir ensemble les caractéristiques d'un système de mesure. Voici le plan de notre cours. On va commencer par introduction, des définitions de base, les types de mesures, les différentes erreurs possibles. Comme toujours, on doit commencer par l'introduction. Nous avons que la métrologie, c'est l'ensemble des techniques et des savoir-faire qui permettent d'effectuer des mesures et avoir une confiance suffisante dans leurs résultats. La mesure est nécessaire à toute connaissance, à toute prise de décision et à toute action. La logique de toute activité est observer, mesurer, comprendre, prévoir, agir, mesurer et vérifier. Nous avons que la définition de la mesurande, c'est la grandeur physique particulière soumise au mesurage, soit à travers la méthode directe, donc dans ce cas la valeur du mesurand est obtenue directement par lecture d'un appareil, ou bien à travers une méthode indirecte, la valeur du mesurand des fonctions d'autres mesures. Quelle est la définition d'une mesure petit x? Donc, c'est l'évolution d'une grandeur physique par comparaison avec une autre grandeur de même nature prise pour unité. C'est quoi le mesurage? C'est un ensemble des opérations permettant de mesurer une grandeur physique, ce qu'on appelle la mesurante. On passe maintenant l'incertitude. Nous avons que toujours le résultat de la mesure x d'une grandeur grand X n'est pas complètement défini par un seul nombre. Il faut au moins la caractériser par un couple x delta x avec unité de mesure, sachant que grand X doit être comprise entre petit x moins delta x et x plus delta x. On va prendre un exemple. Si vous avez 3 centimètres, donc vous allez faire 3 centimètres plus ou moins 10%, ou bien 5 centimètres plus ou moins 1 centimètre. On passe maintenant aux unités. Nous avons que dans un ensemble de grandeurs, c'est une grandeur particulière choisie comme référence à laquelle toutes les autres sont comparées. Aussi, les longueurs sont mesurées en les comparant en mètres et chaque unité est nommée avec un symbole qui lui est attribué. La valeur numérique ou bien une mesure d'une grandeur. La valeur numérique d'une grandeur n'a de sens s'accompagner de l'unité à laquelle a été comparée pour obtenir cette valeur. Donc, vous aurez toujours la mesure égale, la valeur multipliée par l'unité. Exemple, longueur de 5,5 mètres, la force de 10,1 newton. L'unité doit toujours être placée à droite. Exemple, 18,5 degrés. Un nombre limité d'unités de base. Donc, dans un effort d'unification, la plupart des unités faisant double emploi ont été éliminées. Après des années de travail patient, la plupart des unités en usage ont été ramenées à des fonctions de 7 unités de base. Bien sûr, ces 7 unités de base sont indépendantes les unes des autres. Nous avons les autres unités de système international sont appelées unités dérivées. On trouve le mètre, kilogramme, seconde, candela, mol, kelvin et ampère. On va voir maintenant les différentes erreurs possibles. Les erreurs de mesure sont liées à la nature et la répartition probabiliste et fréquentielle des perturbations possibles de la mesure. On trouve des erreurs systématiques, c'est-à-dire vous aurez dans ce cas des décalages entre la valeur vraie et la valeur mesurée, soit il peut être un décalage constant ou bien lentement variable, ou bien des erreurs de très basse fréquence dues au vieillissement, ou bien des dérivés en température. On trouve aussi des erreurs aléatoires, c'est un ensemble de perturbations dont le signe et l'amplitude est aléatoire. On aura dispersion des mesures successives d'une même grandeur. Pour les erreurs systématiques, se produit toujours de la même façon avec pour origine soit l'opérateur, donc
Il doit avoir la maîtrise de la mesure, rigueur et soin, soit dû à l'appareil, donc mauvais étalonnage, donc on doit faire l'étalonnage comme solution. La méthode, principe de mesure, la solution, c'est facile à prendre en compte, donc facile à corriger. Les erreurs systématiques peuvent être corrigées. Tant que les erreurs aléatoires, sachant que l'origine de ces erreurs est multiple, on peut trouver des erreurs de lecture, position de l'aiguille d'un appareil. La solution, c'est la division entre deux graduations successives voisines, ou bien des erreurs d'appareil, conditions expérimentales, variations dans le temps et usure. Dans ce cas, on doit utiliser l'étalonnage. Des erreurs de montage, fil trop lent, mauvaise masse, etc. La solution, c'est soigner le montage. Des erreurs de conditions de mesure dues à la température, pression, humidité, etc. On doit prendre en compte les grandeurs d'influence et aussi les erreurs aléatoires ne peuvent être qu'estimées. On passe maintenant toujours à un capteur entre dans une chaîne de mesure. Nous avons toujours une grandeur à mesurer qui passe à travers un capteur. On aura un signal qui passe à un conditionneur de signaux et unité de visualisation ou bien d'utilisation. Le capteur, c'est un élément sensible aux variations d'une grandeur physique et qui, à partir de ces variations, va délivrer un signal. Le conditionneur de signaux, c'est un amplificateur du signal délivré par le capteur pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de visualisation et d'utilisation. L'unité de visualisation et utilisation, c'est une unité qui permet de lire la valeur de la grandeur et ou de l'exploiter dans le cas d'asservissement. Quel est le rôle de la chaîne de mesure? Donc, une chaîne de mesure va ramener ou la ramasser les informations nécessaires à la connaissance de l'état d'un système. L'état d'un système est caractérisé par des grandeurs physiques ou bien chimiques appelées mesurantes. La chaîne délivre ces informations sous une forme appropriée à leur exploitation. Le but de la chaîne de mesure est d'assigner une valeur à une mesurante. La constitution de la chaîne, pardon, donc on trouve la mesurante qui passe à travers un capteur. La chaîne d'acquisition est constituée du capteur avec amplificateur et filtrage. Donc, le signal à la sortie du capteur va être amplifié, après filtré. Et après, on va utiliser un convertisseur analogique pour transformer les données analogiques en informations numériques. Généralement, la chaîne de mesure est constituée de trois parties. Donc, vous avez l'acquisition de données, c'est la partie analogique. On trouve dans cette partie le capteur, conditionneur, amplificateur et multiplexage. Deuxièmement, on trouve la transformation des données à travers convertisseur analogique numérique. Et après, on termine avec traitement des données en utilisant un calculateur. Voici des exemples de systèmes de mesure. Par exemple, ici, vous avez un capteur solaire, anémomètre, capteur de gaz pour mesurer la vitesse du vent, le taux de CO2 et l'ensoleillement pour les capteurs à ultrasons pour détection de la présence d'obstacles. Capteur de présence pour détection de la présence d'une personne. C'est quoi un capteur? Un capteur, c'est un dispositif qui transforme une grandeur physique d'entrée appelée mesurante en une grandeur de nature électrique, peut-être charge, tension, courant ou bien impédance appelée réponse. Donc l'entrée sous forme d'énergie mécanique passe à travers un transducteur pour avoir une autre forme d'énergie électrique. Comment on peut obtenir un capteur idéal? Donc, un capteur idéal, tout simplement, est celui pour lequel on dispose d'une relation linéaire connue entre la grandeur à mesurer et le signal de sortie du capteur. Donc, S, ça sera une fonction de M. Les conditions d'emploi sont telles qu'une grandeur d'influence ne perturbe son fonctionnement et vous avez aussi aucun bruit parasite se superpose au signal utile. Quelles sont les perturbations parasites? Ce sont des grandeurs physiques dont les variations influent sur le fonctionnement du capteur ou bien la qualité de la mesure. Exemple, la température, les vibrations, l'humidité, alimentation électrique, perturbations électromagnétiques, etc. La conception du capteur doit chercher à minimiser l'influence indésirable de ces grandeurs ou bien prévoir un dispositif de compensation. Quels sont les domaines d'utilisation des capteurs? Tous les domaines d'activité nécessitent l'emploi du capteur. Exemple, vous avez l'automobile,
Domaine principal, contrôle de la production, l'agriculture, le domaine médical, domaine du microcapteur, l'électroménager, etc. On peut classer les capteurs en fonction soit du mesurant qu'ils traduisent, exemple capteur de température, de pression, de niveau, etc., de vitesse, etc., ou bien du signal qu'ils fournissent, ou bien sous forme de capteurs analogiques, donc c'est la catégorie la plus importante, et capteurs logiques, ce qu'on appelle key sensor, et capteurs digitaux. Bien sûr, de leur principe de fonctionnement, on peut avoir soit des capteurs actifs ou bien passifs. Donc, vous avez la grandeur physique étudiée, entrée du mesurant, c'est passe à travers un capteur passif ou bien un capteur actif, toujours accompagné d'amplification. On aura des grandeurs de sortie de capteurs, ce qu'on appelle la réponse. Les caractéristiques métrologiques, on va commencer par la sensibilité. La sensibilité S de M d'un capteur pour une valeur donnée du mesurant est égale au rapport de la variation du signal électrique sur la variation du signal physique. Donc, la sensibilité, c'est delta S sur delta M, donc unité typique égale unité grandeur électrique divisée par unité mesurante. Pour un capteur linéaire, la sensibilité a une constante. Donc, la sensibilité égale AX plus B moins AX plus B divisé par XG moins XI est égal à 1. S, sensibilité, c'est une pente du droite qui caractérise la linéarité du capteur. Exemple, si vous avez un capteur présente la fonction suivante, E égale à 1,55 T moins 20, quelle est sa sensibilité? Donc, la sensibilité, c'est la pente A, est égale à 1,55 volts par degré Celsius. Donc, l'entrée température qui passe à travers le capteur, on aura la sortie U. Les domaines d'utilisation, on trouve selon les grandeurs d'influence, soit des domaines de nom de destruction, domaines de nom détérioration et domaine nominal d'utilisation. Donc, l'étendue de mesure, par exemple, c'est la zone nominale d'emploi. Donc, c'est la zone dans laquelle les caractéristiques du capteur correspondant aux spécifications de fonctionnement normal, elle est bornée par la limite inférieure et la limite supérieure, ce qu'on appelle les portées. La précision, donc l'erreur de précision égale l'erreur de justesse plus erreur de fidélité. La valeur moyenne 1 bar égale à 1 sur n, la somme de mi, sachant que i varie من 1 حتى n. L'écart type, donc l'écart type sigma, c'est la racine carrée de 1 sur n par la somme de mi moins 1 bar moins la valeur moyenne élevée au carré. Donc la dispersion d'une série de mesures autour de leur valeur moyenne. C'est quoi la fidélité? Elle caractérise l'aptitude d'un capteur à donner pour une même valeur de la grandeur mesurée des mesures concordant entre elles. La fidélité est souvent caractérisée par l'écart type. Les résultats de mesures répétées d'une même valeur de mesurante restent groupés autour d'une valeur moyenne. La justesse, elle caractérise l'aptitude d'un capteur à donner des mesures proches de la valeur vraie de la grandeur mesurée. Les erreurs de fidélité n'est pas prise en compte et la valeur la plus probable de mesurante est très proche de leur valeur vraie. Toujours une valeur moyenne égale à peu près à la valeur vraie. Un capteur précis aura à la fois une bonne fidélité et une bonne justesse. Dans l'exemple numéro un, vous avez un appareil fidèle mais pas juste. Dans le deuxième exemple, vous avez un appareil juste mais pas fidèle. Troisième exemple, vous avez un appareil fidèle et juste, donc il est précis. La précision est spécifiée par l'erreur de précision qui délimite un intervalle autour de la valeur mesurée, à l'intérieur duquel on a assuré de trouver la valeur vraie du mesurand. Cette erreur de précision peut être représentée sous forme de trois façons. Vous avez l'erreur absolue qui exprime l'erreur de précision dans l'unité de mesure du mesurand. Vous avez l'erreur relative qui exprime l'erreur de précision en pourcentage par rapport à la valeur mesurée grand M. Donc, erreur relative égale erreur absolue divisé par valeur mesurée grand M multiplié par 100%. Par la classe de précision CP qui exprime l'erreur de précision en pourcentage par rapport à l'étendue de mesure. Donc, classe de précision égale l'erreur absolue divisée par l'étendue de mesure par 100%. La finesse, elle qualifiait l'incidence de l'instrument de mesure sur le phénomène mesuré. C'est la qualité d'un capteur à ne pas venir modifier par sa présence la grandeur à mesurer. Cela permet d'évaluer l'influence du capteur sur la mesure.
Moins un capteur influence son environnement, meilleure est sa finesse, pardon. On peut utiliser à titre d'exemple une résistance pour mesurer une température. Toutefois, pour mesurer la valeur de la résistance, il faut qu'un courant électrique y circule. On passe maintenant à la courbe d'étalonnage. Elle permet de définir une relation fonctionnelle reliant la mesurante en entrée et la grandeur électrique de sortie du capteur. Elle est définie soit par un graphe, soit par une relation formelle. Elle peut être linéaire, exponentielle, logarithmique, etc. Vous avez exemple la variation du mesurant en fonction du grandeur électrique en utilisant deux types de formes de courbes. La résolution égale l'étendue de mesure divisée par le nombre de points de mesure. Toujours on fait une conversion analogique numérique, on aura dans ce cas des erreurs provoquées. Ce qui permet de définir, l'erreur de résolution. Elle dépend de deux paramètres. Premièrement, du nombre de bits de la conversion. Si vous avez un bit, on aura deux n valeurs différentes. De l'étendue de mesure, on aura Q est égal l'étendue de mesure divisée par 2 d'ordre 1. Dans ce cas, vous aurez l'erreur de résolution égale Q divisé par 2. La bande passante. La bande passante, elle définit comme étant la plage de fréquence de variation du mesurant où les caractéristiques du capteur spécifiées par le constructeur sont respectées. Si la fréquence du mesurant est comprise entre F basse et F haute, l'amplitude du signal de sortie sera conforme aux spécifications du constructeur. Donc la bande passante, c'est un intervalle entre la fréquence basse et la fréquence haute. La dérivée, donc, c'est la variation lente de la grandeur de sortie indépendante de la valeur de la grandeur d'entrée. Vous avez un exemple, si vous avez un capteur linéaire caractérisé par une fonction de sortie, mais la forme y égale ax i plus b, c'est la pente a qui représente la sensibilité. Dans ce cas, vous aurez la dérivée de la sensibilité. C'est b qui est l'ordonnée à l'origine. Dans ce cas, vous aurez la dérivée du zéro, ou bien ce qu'on appelle d'offset. Donc, la première figure, vous avez la dérivée du zéro, la réponse théorique présentée en rouge, la réponse observée en bleu. La dérivée de la sensibilité, donc toujours la réponse observée en rouge, et la réponse théorique en bleu. On termine avec l'hystérésis. Certains capteurs ne retournent pas la même valeur de sortie pour une même valeur de mesurant. Selon la façon où cette valeur est obtenue, cycle croissant ou bien décroissant, on remarque qu'on a deux séries de mesures. Une série qui est obtenue lorsque la valeur du mesurant est croissante, l'autre est obtenue lorsque la valeur du mesurant est décroissante. On peut estimer l'erreur d'hystérésis de cette manière. Donc, vous avez l'erreur hystérésis égale le max de l'erreur hystérésis I, sachant que I varie من 1 حتى n. Donc, vous avez dans cette figure la représentation d'un cycle d'hystérésis, la courbe observée en rouge et la courbe théorique représentée en bleu. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah.